Alors, comme Bruno il a dit, moi je reste au box et quand le cheval il peut sortir, il va au départ et c'est Jean-Marie qui s'occupe de ça et vous tous. Moi je reste encore sur la ligne du départ. Hein. Mais il y a des motivations pour le fait que je reste au box parce que c'est pas possible de faire un phlébogramme à un cheval au galop. Et voilà, alors ça c'est les premières limites de cette technique sur laquelle moi j'ai étudié beaucoup et j'en fais toujours beaucoup. Ma conférence, c'est ça, c'est l'intérêt et limite de la vénographie pour évaluer la perfusion. Bon, c'est un grand thème et à condenser en 35 minutes, je vais le faire. C'est une grande mission, mais je vais aller un peu vite. Et cette relation, c'est entre l'observateur et les deux observateurs. Il faut trouver un trait d'union et c'est une perspective podologique qui met sur la même page les vétérinaires équins et les maréchals ferrants. Parce que c'est difficile de mettre de la science sur les mystères des pieds et on a pris beaucoup d'expérience par rapport à l'art de la maréchalerie et Jean-Marie il a fait un effort énorme en essayant de standardiser l'expérience immense de Jean-Louis Brochet. Mais la science vétérinaire, il y a encore du travail pour mettre du poids scientifique sur les pieds. Et donc souvent, il y a une ligne de communication qui est encore profonde. Donc tout le monde sait que s'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de cheval. Et bien sûr que s'il y a plus de sang, il y a plus de pieds. Et si on a un bon pied, sûrement on a un bon cheval, un bon athlète. Mais malheureusement, les théories qui durent depuis des centaines d'années, d'Aristote, de César et plus récemment de Boyle et del Perrier, Bossy, les professeurs, et pas les politiciens bien sûr, et tout. Et elles sont tous focalisées sur la théorie sur les latères de la boîte pour les charges dynamiques sur la fourchette, qu'en anglais c'est frog et en français c'est fourchette, mais bon. Là, à niveau mécanique, moi j'ai appris beaucoup de choses de la part de Reden, qui c'était mon mentoré, et qui m'a appris comment faire le phlébogramme, comment l'interpréter et surtout comment l'utiliser en pratique. Après, j'ai fait un doctorat de recherche sur l'évaluation diagnostique du cheval forbu grâce au phlébogramme, en utilisation du phlébogramme. Et j'ai travaillé beaucoup avec Chris Pollitt pour mettre du poids scientifique sur la chose. Mais c'était pas facile du tout parce qu'effectivement, la théorie ne nous supportait pas. Et la communication entre mon mentoré et les grands scientifiques, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas des expériences communes et des finalités communes. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts, mais quand même, on évite de faire des artérogrammes parce que c'est bien quand le cheval il est couché, mais ça ne nous donne pas des informations cliniques important sur un cheval qui doit rester au box parce que s'il met un pied hors du box, il peut être endommagé mécaniquement son engrenage dermungial. Et donc, l'intérêt de faire des phlébogrammes, c'est bien ça, c'est que c'est facile à le faire quand le cheval il est debout. Et Pollitt, il a inventé cette technique. Ça fait longtemps, on injecte du liquide de contraste dans la veine digitale palmare latérale ou médiale, selon la première qui résiste. Et il y a un flux rétrograde qui vidange les pieds, les lits vasculaires du sang et qui le remplit des liquides de contraste et qui arrive à remplir les artères. Mais bien sûr qu'à niveau scientifique, c'était une grande découverte, mais c'était des études ex vivo, donc ça ne nous a amené rien à niveau pratique. Par contre, Reden, l'année d'après, il avait déjà fait 100 phlébogrammes ou vénogrammes, c'est la même chose en français, sur des chevaux debout, en utilisant ça comme un outil diagnostique. Mais quand j'ai demandé, mais alors pourquoi c'est bien
c'est quoi qui pompe du sang dans les pieds? C'est quoi la clé d'information sur la perfusion du pied? Et c'était très compliqué de comprendre ce que Reden il voulait m'expliquer, mais entre guillemets, c'est tout dans ces deux phlébogrammes. Un c'est chargé, l'autre il est juste déchargé en fléchissant les carpes ou les genoux ionostiques. Et vous voyez que là, au niveau des papillas de l'aspect solaire de P3, il y a une compression. Quand on la soulève, il n'y a pas cette compression. Et les papillas, elles peuvent respirer. Et ça, c'est le vrai mécanisme d'ancrage de P3 à la boîte cornée. Et c'est là où il y a plus de poids et c'est là le point clé de la fourbure. Mais ça ne m'expliquait pas vraiment tout, parce que lui, il attribuait la clé de la perfusion au tendon fléchisseur profond. Et ça, c'est un phlébogramme chargé, d'un pied chargé, d'un pied contracté degré 2 chargé. Ça, c'est déchargé. Et ça, c'est après ténotomie. Donc, c'était ça qui l'avait inspiré à attribuer la fonction, la clé de la perfusion au tendon fléchisseur profond. Moi, j'ai essayé de visualiser les choses avec des flexo-extensions pour comprendre un peu ce qui se passait en mettant des références radiopaques dans la partie proximale du superficial profond et bride carpienne et distalement sur les superficiels et profonds. Et avec des flexo-extensions à moins 15 et plus 15, on a vu effectivement des mouvements de cette référence radiopaque. Cet projet, ça nous a été inspiré bien sûr de première étude faite en ex vivo par Jean-Marie et qui faisait à moins 8 et plus 8. Mais en ex vivo, ça nous manquait, si vous voulez, l'adaptation musculaire. Et donc, bien sûr qu'on avait des grands allongements du tendon, mais on perdait de visualiser la compensation musculaire. Et c'est cette observation en station quadripodale et tripodale, bien sûr, où il y a plus de charge, donc les mouvements sont plus évidents, qui m'a amené, qui m'a donné envie de regarder un peu les muscles, pas seulement les tendons. De l'autre côté, le point de départ, c'était induire une fourbure avec une induction de 2 kg de sucre et voir avec des phlébogrammes séquentiels l'effet que ça a et donc suivre les effets dégénératifs, mais sans forcément donner de l'attention à l'effet thérapeutique parce que c'est des chevaux qui étaient sacrifiés quand même pour la recherche. L'utilisation du phlébogramme, c'est bien pour les équides, ça a été fait aussi pour les bovins. Et l'importance, c'est ça, que ça a été inventé pour la fourbure, qui n'est pas seulement un problème des équides, mais qui peut prendre les hommes, les chiens, tous les mammifères angolais. Voilà. J'essaie encore d'apprendre un peu le français, vous m'excusez, hein, mais je fais l'effort. Chez les chevals, c'est particulièrement important. Pourquoi? Parce que le poids, il est soutenu seulement du 3e doigt. Donc, c'est un périssodactyle et c'est pour ça que c'est la 2e cause de mort chez les chevaux. Les Américains, ils pensent qu'ils ont déclaré ça en 2011, mais il y a quand même une Française qui avait déjà déclaré ça en 1997. L'importance, c'est de voir l'aspect solaire des P3, les papillas, les podovilus kératogènes de la sole. Parce que plus les papillas elles sont longues, plus la vitesse de croissance de la corne elle est importante. Et si on arrive à visualiser les papillas, ça veut dire que c'est un pied sain et donc qu'il a une bonne vitesse de croissance. Et c'est grâce à ça que le cheval il est content. En comparaison, il y a une étude faite sur les bovins qui a mesuré que l'épaisseur du coussinet, ça peut augmenter la production du lait. Et bien sûr que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer la quantité d'un acte athlétique. Mais c'est bien faire des comparaisons entre les espèces, chez les bovins et peut-être chez les humains aussi. Donc, il y a
je pense qu'il faudrait mettre sur, je dis ça souvent, qu'il faudrait mettre sur les comptes rendus d'une visite d'achat, il faudrait mettre la vitesse de croissance des pieds. Que tous les maréchaux, en connaissant les chevaux pendant les années, ils savent bien dans combien de temps ce cheval, normalement, il fait un pied neuf. Et parce que s'il le fait en 6 mois, c'est un pied très fort. S'il le fait en 18 mois, c'est un pied un peu plus faible. Et je pense que ça serait important d'informer l'acheteur de ça. Par contre, comment augmenter la vitesse de pousse des cornes? Ça, c'est assez logique. Plus de sang il y a, plus vite c'est. Hein? Donc, en regardant anatomiquement l'architecture vasculaire, distalement au carpe, on n'a pas de muscles et les vaisseaux ils sont sur la partie palmaire ou plantaire du doigt. Mais quand on arrive à niveau du pied, l'architecture elle est très complexe. Donc la Bible de l'anatomie, quand elle arrive à la particularité d'espèces des équides, elle s'arrête en disant que c'est compliqué. Okay? Si vous voulez, en regardant l'anatomie, on sait qu'il y a beaucoup d'anastomoses artéroveineuses qui ont été étudiées par Molineux et qu'en premier, ça a été considéré une cause de fourbure, mais maintenant on sait que c'est plutôt une défense de fourbure, une défense du pied. Par contre, les valves veineuses, elles sont présentes seulement hors du sabot, elles ne sont pas présentes dans les sabots. Et tout le monde sait casser la tête en cherchant de comprendre comment le sang il peut remonter tous les canons sans muscles. Et on va voir. Cet auteur, en 1928, il a comparé les pieds à un corps périphérique sous-ceinturier ou encagé de la boîte cornée. Parce que l'architecture vasculaire, elle est encagée entre deux structures rigides, la boîte cornée et les phalanges distales et intermédiaires. Bien sûr, les sésamoïdes distales aussi. Donc, il y a une vénocompression mécanique parce qu'il y a deux structures rigides et il y a un espace virtuel de seulement 3 mm entre les deux. Et quand on a deux structures rigides et on a un tuyau qui vient d'être comprimé, normalement, à niveau biomécanique, il n'y a pas besoin de métalloprotéases pour l'arrêter. Et ça, c'est la vénocompression, que c'est très important. Et comme j'ai discuté au International Symposium of Laminitis en 2010 à Berlin, où tout le monde donnait beaucoup d'importance à la vasodilatation et vasoconstriction, dans un espace virtuel, ce n'est pas si important, parce que pour soulever, pour contraster 300 kilos, c'est pas une vasodilatation qui va contraster ça. Et c'est plutôt une gestion du poids du cheval. L'importance, l'intérêt de faire des phlébogrammes, c'est qu'en comparaison chez l'homme, l'angle n'est pas transparent. Donc, pour visualiser une vénocompression, il faut faire un phlébogramme. Parce que là, bien sûr qu'on a une fourbure traumatique, bien évident, et il n'y a pas besoin de faire un phlébogramme. Là. Bien sûr que chez les chevals morts, c'est assez facile, mais après, peut-être que le client ne va pas nous payer beaucoup pour ça. Il ne va pas être peut-être content. Donc, pour visualiser correctement l'architecture vasculaire, il faut une radio, pas pour l'articulation, comme on a été appris à l'école, mais il faut faire une radio podologique pour mesurer la sole et visualiser bien les papilles de l'aspect solaire des P3. OK? Et là, si on observe à niveau vasculaire, l'artérogramme, on a un vrai lac de sang artériel à niveau du coussinet. Hein. Et comme je vous ai dit, c'est pas trop intéressant. C'était très intéressant au niveau des recherches. Il y a des articles très fascinants de Bodo Hersch sur l'artérogramme, mais c'est à faire coucher. Donc, on perd les dates sur la vénocompression. Donc, pour visualiser, ce qu'on fait, c'est de visualiser, en premier les veines, on visualise les artères aussi, mais les veines de la sole, de la muraille et de la couronne. Donc, ce qu'on appelle corium, que c'est un petit chaussette qui
qui fait la relation entre les dermes et l'ongle du cheval. Et normalement, cet corium ou engrenage d'Ermungial, il est très fort, très fort, très résistant, très élastique. Il peut supporter des charges de 2-3 000, même plus, kilos dans la phase d'atterrissage et de torsion et tout. Mais quand il y a des métalloprotéases, que c'est une goutte qui peut sembler à l'acétone que les femmes elles utilisent pour enlever la vernis des ongles, une petite goutte, ça fait ça. Pour prévenir l'action des métalloprotéases, la cryothérapie elle a prouvé sa efficacité. Et donc, ces pieds-là, ils restent comme ça. Par contre, ces pieds-ci, après l'induction du sucre, ça fait ça. Ça fait un peu froid, là. Hein? Mais si on arrive à visualiser, si on fait des centaines de phlébogrammes, mais même au premier phlebogramme que vous faites ou vous voyez, c'est très informatif et ça vous donne l'idée d'avoir les rayons X pour voir comment les phalanges elles sont situées dans la cryptique boîte cornée. Hein? Il y a des éléments essentiels que c'est la normalité et c'est la radiopacité des liquides de contraste. Et la radiotransparence, c'est la normalité, que ça peut être temporaire pour une vénocompression statique prolongée ou définitif pour une nécrose inflammatoire ou anoxique. Il faut donner des timings parce que les images, elles ne sont pas les mêmes à 10 secondes et 90 secondes, donc il faut être très vite. Hein. Il y a des effets négatifs minimes. Mais sur la recherche de la physiologie, si vous voulez, il faut faire attention, comme je vous ai dit, aux théories un peu incomplètes ou avec des erreurs. Parce que là, cette théorie sur la phase de suspension, ça a induit beaucoup d'éleveurs à sélectionner des thoroughbreds avec des pinces longues et talons bas. Et que par contre, c'est une conformation on a vu dans le temps que c'est une conformation faible. Des autres recherches ils nous ont aidé beaucoup en dynamique, dans la compréhension du centre de pression dynamique. Moi, j'ai utilisé beaucoup les centres de pression statique pour voir l'effet que la force poids ça peut avoir sur ça, sur les vénocompressions. Et donc, depuis des centaines d'années, on réfère la théorie des pompes à l'impact de la fourchette avec le terrain qui élargit les deux cartilages unguéaux. Mais on a loupé peut-être de tenir compte des effets que ça peut avoir sur la structure osseuse, parce que la mécanique ou l'inflammation peut causer de l'hypominéralisation du tissu. Et ça, même si à niveau clinique, peut-être que le cheval il est assez pas mal parce qu'il a fistolisé un séroma, on voit des remements osseuses très importants quand les chevaux ils sont gardés pieds nus. Et sûrement, ce n'est pas réversible. Et quand ces remements ils arrivent au foramen vasculaire, là, c'est là que c'est fini. Hein? Et on a fait des études sur la densitométrie osseuse de P3 et de la corne qui soutient P3, effectivement pour voir les conséquences de l'épaisseur de la sole et de la santé de la sole sur la densité osseuse de P3. Et en accord aussi avec des observations de Mike Savoldi, on a vu qu'avec des sols fines ou avec des angles plantaires négatifs, on avait des remements osseux des processus palmaires ou plantaires. Et par contre, un pied contracté avec un angle positif, ça peut donner des remements osseux de la panse de l'apex de P3. Mais donc tous les auteurs précédents, ils ont donné beaucoup d'importance à la fourchette et au coussinet, mais les premières études en ex vivo faites avec du phlébogramme, ils ne sont pas été informatifs parce que ça manquait tous les chevals vivants en haut. Okay? Et donc, on n'a pas observé seulement avec cette mécanique l'avancement du liquide. En observation anatomique,
on voit que les vaisseaux artériaux, ils détachent des grandes branches, surtout dans la partie interne du pied. Et que par contre, les vaisseaux veineux, ils reçoivent des grandes branches, surtout par la partie externe au cartilage unguéal. Donc, on a deux plexus, un en prévalence artérielle entre les coussinets et les cartilages unguéaux, et un en prévalence veineuse entre les cartilages et la boîte cornée. Ça m'avait amené à formuler une hypothèse des théories des 5 cœurs en attribuant l'effet des 7 pompes plutôt qu'à la fourchette et les coussinets, plutôt à la descente, à la flexion des P2, en accord aussi avec des observations de Jean-Marie. Mais tout ça en dynamique, c'est tout bien parce qu'on peut avoir des très fortes flexions et descentes de la partie distale, des phalanges distaux. Bien sûr, mais sur un cheval en statique ou quasi statique, on n'a pas toujours ça, donc ça ne collait pas. Et je voyais que ça manquait quelque chose. Surtout mes phlébogrammes sur des chevaux couchés, ça donnait des très bonnes visualisations du lit vasculaire veineux. En dynamique, donc, il y a les limites de ne pas pouvoir faire des phlébogrammes, mais on attendra des résultats. Et donc, ce qu'on a fait, c'était de mesurer la force poids sur chaque pied en station quadripodale et tripodale. Ça, c'était un peu les expériences qui m'avaient convaincu que c'est plutôt P2 qui élargit les cartilages unguéaux aussi. Mais en France, vous n'avez pas ces problèmes. C'est plutôt les anglophones qui ont du mal à visualiser ça. Hein? Patrick aussi, il avait dit la même chose l'année passée à la VEF. Donc, avec la descente, la flexion de la partie distale des phalanges, on a un enlargement des cartilages. En soutien de ça, il y a eu cet expériment qui a montré comme la cathétérisation des artères sous pression de 1000 kg pour mimer le même poids qu'il y a sur un pied d'un cheval au galop. Et à la pression, les liquides ils sortaient par les veines. Mais est-ce que la pression elle est donnée par la presse ou la pression elle est donnée par la pression de la pochette des liquides? Et en plus des artérogrammes en charge montraient que le sang artériel n'avait pas le droit de rentrer dans les pieds et en extension, donc en décharge, le sang artériel rentrait dans les pieds. Ça nous avait conforté dans la vision d'avoir un cœur périphérique sous ceinturier avec un systole en phase d'appui et un diastole en phase de volée. Mais bon, de suspension. Mais tout ça, c'est toutes des hypothèses qui sont difficiles à prouver parce que c'est difficile à objectiver les flux sanguins sur un cheval en mouvement. Donc, j'ai essayé quand même d'observer en statique et j'avais remarqué que même sur des chevaux normaux, après 5-10 minutes, on avait une vénocompression importante des vaisseaux lamellaires dorsaux et circonflexes sur des pieds nus ou ferrés sans aucune différence. Hein? Ça m'avait déjà déplacé un peu, mais bon, j'ai essayé de voir en quasi statique, donc en mimant ce que fait un pied au pas, et j'avais remarqué qu'avant et après le soulèvement, la soulevée du pied, on avait des fortes différences sur les plexus coronaires et les vaisseaux lamellaires dorsaux. Et donc j'ai fait un expériment
avec les podoblocs d'Arpemoro, c'est Polite qui a donné ce nom, qui peut faire une flex-extension des plus 15 à moins 15. Et en déplaçant le centre de pression, on a vu des vénocompressions de la partie arrière du pied et de la partie crâniale du pied en extension. Ça m'avait conforté sur cet effet d'avoir des vides et des plans dans un système fermé comme l'architecture vasculaire. Mais je n'étais pas complètement convaincu. Tout à fait, quand j'ai refait ça sur des chevaux très très sains, parce que cette jument-là, après 2 ans, elle a développé quand même une fourbure. Et donc, ça m'a donné des doutes. Quand j'ai refait l'expériment sur des chevaux vraiment très très sains qui avaient 25 mm de sol et qui pouvaient être pieds nus sans problème, même sur des terrains abrasifs, j'ai vu qu'il n'y avait aucune différence. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque. Donc, on a fait des ultérieurs expériments. On a essayé avec la thermographie, que c'est bien pour voir les différences chroniques des perfusions, mais pas pour voir des différences immédiates. Donc, ça ne nous a rien donné. Quand j'ai fait mes premiers expériments avec la pression veineuse périphérique en cathétérisant la veine, on avait observé que quand le cheval il appuie son pied, comme dans la phase d'appui du pas, on a une véritable différence de pression veineuse périphérique. Donc, on a un effet pompage. Mais quand j'ai fait l'expériment sur les pieds contralatéraux, en soulevant les pieds contralatéraux, je m'attendais de voir une belle pression, mais on a vu juste des petites différences de 2 cm, pas plus. Ce qui ne collait pas avec la théorie de l'élatère et de la pression sur la fourchette ou la descente des P2, c'était ça. Quand on a appuyé les contralatérales, on a eu une grande différence. Et donc ça ne collait pas. Et je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose qui m'échappait. On a refait dernièrement, l'année dernière, des expériments avec la pression veineuse périphérique avec des instruments beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précis. Et on l'a mis sur les podoblocs, et ça, c'était l'incohérence que j'arrivais pas à comprendre et qui ça ne collait pas ni avec la fourchette, ni avec la flexion des P2. Quand on a, par contre, les soulevements du pied examiné et contralatéral, vous voyez que tous les expériments, ils ont été cohérents. Il y a des courbures assez harmoniques, assez précis. Donc, ça m'a amené à chercher de voir, pas seulement avec la pression veineuse périphérique, j'ai cherché avec l'échocolor Doppler, qui c'est un examen très utilisé en humain pour voir les flux sanguins. Et bien sûr que les chevals, ce n'est pas très coopératif et ça peut prendre 2 heures pour avoir une belle image. Et là, vous voyez, du moment qu'on a fait une flexion, on a eu un pic très grand ici. Dans les soulevements du contralatéral, on a eu des choses pareilles. Ça, c'est le flux artériel basal normal. Ça, c'est le flux veineux basal normal qui est, le premier, il est en cohérence avec les battements cardiaques. Celui, il est en cohérence avec la respiration. Quand on a pris le contralatéral, on a eu ça. Quand on a fait les mouvements de l'encolure à droite et à gauche, on a eu ça. Mais quand on a eu les podoblocs d'Arpemoro, on a eu ça. Mais ce qui nous a tous surpris, c'était ça. Parce que là, si vous voulez, on n'a rien bougé, on n'a fait aucun mouvement sur les chevals. Mais les bruits du mousqueton pour l'accrocher au licol, ça a fait une contraction musculaire du cheval en défense de ces bruits. Et ça nous a donné quand même un pic de flux relevant. Donc ça, c'était un moment un peu magique qui m'a amené à comprendre que la pompe du pied, ce n'est pas forcément les tendons, ce n'est pas forcément les latères de la boîte cornée, mais que ça peut être plutôt les muscles. En comparaison, si vous regardez l'homme là, qui va bien
atterrir de manière précise. Si nous, on considère que celui-là, il est P3, qui descend dans la phase d'appui de la foulée, et la piscine, c'est la boîte cornée, que bien sûr, ils suivent. Hein. Et cet exercice, le cheval, il le fait milliers de fois dans la journée. Mais pour garder P3 vivant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'eau qu'on peut évaluer avec les phlébogrammes. Hein. Et que la boîte cornée, elle soit bien plus grande et bien plus forte. Hein. Dans la phase d'atterrissage, on voit la piscine qui s'élargit et que c'est la terre. Donc, je formule une hypothèse que c'est que la boîte cornée et le sang dans la boîte cornée, c'est en fonction plutôt d'un amortisseur hydraulique plutôt que d'une pompe. Et que la pompe, c'est plutôt attribué aux muscles. Ça nous a changé énormément de choses parce que... Ouais. Donc, pour un cheval comme ça, que j'aurais fait une ténotomie peut-être, hein, mais vu la valeur du jument, je n'ai pas fait. J'avais un appareil qui peut décontracter les muscles et heureusement, je ne l'ai pas fait, la ténotomie. On a continué... On a continué la TECAR parce que ça, c'est avant et tout de suite, 5 minutes après, les muscles étaient décontractés. Et la douleur que j'imaginais c'était au pied, c'était plutôt au niveau musculaire, en accord avec les observations humaines. Et les phlébogrammes séquentiels m'ont montré une nette amélioration et un renversement interne, pas esthétique de la boîte cornée, mais plutôt une vraie dérotation. L'intérêt de faire des phlébogrammes, c'est surtout que les chevaux forbus, ils ne peuvent pas sortir du box. Et s'ils sortent du box dans une phase aiguë, subaiguë jusqu'à 60 jours, il faut les mettre dans des plâtres de transport. Donc, c'est pour ça que moi, je reste au box. Hein. L'intérêt, c'est bien qu'on utilise des matériaux assez faciles à trouver, comme l'appareil radiologique, et il ne faut pas toujours être dans des cliniques. C'est important, c'est fondamental de le faire en la phase aiguë liée à l'hyperglycémie qui donne des effets comme les diabètes sur les ongles des humains. Hein. Bien sûr que la fourrure inflammatoire, c'est une dermatite secondaire. Pas de chance, le cheval est insulino-résistant, donc on n'a pas l'antidote temporaire humaine, mais on utilise la cryothérapie prolongée continue, que ça marche très bien, on a vu. Avec les phlébogrammes, j'ai remarqué qu'on peut mettre en évidence l'infarctus sucré, l'infarctus du sucre, et on peut, si la veine elle est encore assez résistante, on peut débouchonner cette bouchon. Par contre, ce qui nous sert beaucoup, c'est surtout la compression, que ce n'est pas une choriomite, ce n'est pas lié à une inflammation, mais c'est une choriomose dégénérative, conséquence du poids et de la vénocompression et l'absence d'oxygène prolongé, et comme celle-ci. Ça, vous en voyez beaucoup, et c'est lié plutôt à l'effet que les hémidesmosomes, ils ont besoin de quantités énormes d'oxygène et d'énergie, et c'est une dermatose secondaire, ce n'est pas une dermatite. Bien sûr que les conséquences des dermatites ou dermatoses, elles sont les mêmes. Elles donnent un désengrainement à niveau de l'apex de P3 et qui, de manière secondaire mécanique, ça peut donner la rotation. Donc, la pression et l'absence d'oxygène, on la peut mettre en évidence au niveau vasculaire et après, ça peut donner bien sûr une lésion osseuse, que c'est facile à voir quand le cheval il est mort, ex vivo, mais c'est très lié à l'épaisseur de la sole, parce qu'une sole épaisse, c'est le résultat d'un balance entre la production de la sole génétique de ces chevaux et l'usure liée au terrain. Il y a beaucoup d'études sur le terrain, il faudra peut-être en faire une sur la vitesse d'usure des terrains sur la corne. Et
ça, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on peut avoir des nécroses osseuses qui sont toujours irréversibles. Mais on a fait, ça on a déjà vu, l'étude sur la densitométrie. Je vais sauter. Et ça, c'était intéressant parce que c'est bien de voir la nécrose osseuse, mais ça, c'était avec des épaisseurs normaux de la sol où on a les périostes qui les intègrent. Mais par contre, quand on a des lésions osseuses, on n'a pas de périostes et on a des ostéoclastes et du liquide qui moi aussi, je pensais que c'était du sérum, mais c'est vraiment un liquide résultat de la nécrose osseuse, de l'ostéolyse. Voilà. Donc, en conclusion, le phlébogrammes nous permet de voir toutes les structures majeures du pied à l'interne. C'était très important c'est très compliqué d'interpréter les phlébogrammes. Donc c'est pour ça que je me suis inspiré à Simon, qui va parler demain, de faire une carte d'orientation sur toutes les phases, les degrés de risque de développer fourrure et les degrés du dégât, les degrés lésionnels des fourrures, avec légère, modéré et grave et hors échelle. Et je fais beaucoup d'EPU parce que c'est une technique qui nous donne beaucoup de formations et qui sont appréciées. Et donc, l'intérêt d'un phlébogramme, ça ne sert à rien. Il faut voir l'évolution. Et donc, il faut faire ces phlébogrammes séquentiels en phase aiguë. En phase chronique, il en suffit 2. Après, on peut avoir le temps de voir. Mais en phase aiguë, c'est très important. C'est important en phase aiguë, en phase chronique aussi. On peut diagnostiquer aussi des autres pathologies liées au pied. Mais surtout, c'est très important de faire un diagnostic différentiel entre les pieds contractés, la choriomyite ou choriomose solaire et la syndrome podotrocléaire. Ça, c'est une chose que je dis beaucoup de fois. Et les diagnostics, j'ai terminé, 30 secondes, j'ai terminé. Une chose qui m'a surpris, c'était que j'étais capable de faire même un diagnostic d'un édème toxique, que ce n'est pas du tout une fourrure, mais que ça peut donner une symptomatologie très superposable. Mais surtout, ça nous donne un diagnostic de l'édème interstitiel, qui a le même mécanisme de l'édème cérébral et qui peut être drainé. Et comme un humain, qui ont fait un petit carré d'écran pour le résoudre, où on donne un liquide hyperosmotique, comme les liquides de contraste. Des fois, ces séromas, ils peuvent bien fistuliser tout seuls et le cheval, il est soulagé tout de suite, comme celui-là. Très souvent, je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui viennent euthanasier juste pour un séroma et avec un diagnostic de fourrure ou laminitis, mais ce n'est pas un bon mot pour décrire la chose. Vous voyez, dès qu'on fistolise le séroma, le cheval, il est bien, comme un abcès. Seulement qu'un abcès, on voit la différence du jour au lendemain, mais avec un séroma, ça peut prendre quelques semaines pour le voir. Je termine. Donc, sur l'épaisseur de la sole et les phlébogrammes des papillas, on peut diagnostiquer des pieds faibles, pieds normaux et pieds forts et sans. Bien sûr que celui-là, il peut aller même sans protection de la sole, mais celui-là, ça sera bien mieux le protéger. Donc, il ne peut pas aller pieds nus, celui-là. Et c'est pour ça que je pense que cette théorie qui attribue la pompe aux muscles plutôt qu'aux pieds nous évite tous les contraintes qu'il y a été dernièrement sur des théories erronées et des discussions qui ont été bien éclairées par Brian et par Clayton. Bien sûr qu'il ne faut pas être un scientifique pour voir que ce pied il est pas mal, mais celui-là il a des anneaux de souffrance et que c'est pas la même chose. Voilà, j'ai terminé, vraiment. Un instant, j'ai terminé. Donc, il y a beaucoup d'études sur l'écartement des talons, mais il faudra les envisager pour l'amortisseur hydraulique. Un instant.
C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des ténotomies, parce que cette instabilité contrôlée qui donne des contractions musculaires, des micro-mouvements, on peut l'obtenir sans avoir des chirurgies si agressives, hein, mais on peut l'obtenir même avec des effets automations comme ça, hein, comme ça. Et qu'on ne peut pas avoir avec des ferrures plates, on peut obtenir avec des bananes à choux ou avec des ferrures automations compensées, des bottes ou des dondolinos. Et à vous de voir si venir dans cette dimension ou pas. Merci de votre attention.